Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 6 février et Somnifère vous plonge ce soir dans la campagne anglaise avec l'histoire d'un cambriolage qui ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu. C'est une nouvelle amusante d'Herbert George Wells, traduite par Henri Davray et intitulée « Le cambriolage d'Hammerpont Park ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse quelques instants pour ajuster votre couverture et vous mettre à l'aise. Portez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants et laissez progressivement s'échapper toutes les tensions et le stress à l'expire. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front. Expirez, laissez la quiétude s'installer. Inspirez, sentez votre front se lisser, votre mâchoire se relâcher et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre et expirez en vous abandonnant complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la relaxation se propager au niveau de vos bras et de vos mains et expirez toutes les émotions indésirables. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre et expirez en vous enfonçant encore un peu plus dans le matelas. Inspirez calmement et sentez la détente arriver au niveau du bas de votre dos. Expirez et sentez toutes les tensions doucement s'effacer. Détendez vos hanches, vos cuisses. Imaginez comme une douce chaleur parcourir lentement vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Je vais vous demander à présent d'imaginer que vous flottez sur un nuage blanc, doux et moelleux. Sentez votre matelas se transformer doucement en nuage sur lequel vous vous abandonnez de tout votre poids. Le nuage est d'une douceur incroyable et d'une tiédeur réconfortante. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage qui soutient tout votre corps et vous promène lentement.
paisiblement dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage. Sentez à quel point le nuage est doux et confortable. Notez comme cette sensation de flotter dans les airs est agréable. Notez comme la température de votre nuage est optimale. Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement. Voyez-les passer avec paresse autour de vous. Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez. Vous êtes à l'aise sur votre nuage, soutenu doucement mais fermement, en sécurité et en paix. Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin, confortablement installées sur leur propre nuage. Certains sont complètement relâchés, avec les bras ballants. D'autres semblent profiter de ce moment de détente. D'autres encore sont déjà assoupis. De là où vous êtes, vous pouvez voir l'horizon à 360 degrés. L'horizon s'étire en un cercle complet autour de vous. Remarquez au loin comme les collines apparaissent légèrement brumeuses. Le nuage se balance doucement et dérive lentement dans la brise.
sentez complètement à l'aise et en sécurité. Laissez-vous bercer tranquillement par les mouvements de votre nuage. Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez la détente s'installer davantage à chaque expire. Certains nuages sont si proches que vous pouvez presque les toucher. Continuez de flotter sur votre nuage, de dériver lentement, de monter encore plus haut si vous le souhaitez. Le sol au-dessous de vous ressemble à un patchwork. L'herbe verte, les champs couleur dorée, de grandes étendues bleues qui semblent être les mers et les océans. Et de plus petits points bleus pour les rivières et les lacs. Vous êtes maintenant si proche d'un autre nuage juste au-dessus de vous que si vous tendiez la main, vous pourriez le toucher. Imaginez la sensation que cela vous procurerait. Autour de vous, tout est d'un blanc réconfortant. Tout semble vibrant et confortable. Sentez le nuage vous soutenir en douceur, confortablement, alors qu'il vous promène çà et là et que vous sentez la détente vous emporter. Dirigez votre nuage avec la pensée pour l'emmener où vous le souhaitez. Plus haut,
plus bas, à gauche, à droite. Portez votre attention sur votre respiration, sereine et profonde. Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Peut-être aimeriez-vous flotter à travers la ville, dériver entre les bâtiments et regarder les voitures au-dessous. Peut-être souhaitez-vous admirer les forêts ou les déserts. Prenez un moment pour porter votre imagination où vous le souhaitez et laissez votre nuage vous y emporter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Faut-il considérer le cambriolage comme une profession, comme un sport ou comme un art? Sa technique est trop peu précise pour qu'il soit une profession, et ses prétentions à l'art sont gâtées par l'élément de cupidité qui mitige ses triomphes. En somme, il semble juste de le ranger au nombre des sports, d'en faire un sport pour lequel aucune règle n'a jusqu'à présent été formulée et dont les prix sont distribués d'une manière dénuée de tout apparat. C'est ce manque d'apparat qui mit brusquement fin à la carrière des deux débutants pleins de promesses dans l'affaire d'Hammerpont Park. L'enjeu dans cette affaire consistait surtout en diamants et autres bibelots appartenant à la jeune Lady Aveling. Le mariage de Miss Pangs avait été bruyamment annoncé dans les journaux qui avaient énuméré la quantité et décrit la qualité des cadeaux de la corbeille, en révélant que les jeunes mariés passeraient la lune de miel dans leur château d'Hammerpont. La description de tant de prix alléchants avait provoqué une sensation considérable dans le petit cercle de sportsmen dont M. Teddy Watkins était le chef incontesté. Et il fut décidé que l'habile homme, accompagné d'un assistant dûment qualifié, se rendrait au village d'Hammerpont pour y exercer ses talents professionnels. D'un naturel réservé, M. Watkins résolut de faire cette visite incognito. Et après avoir minutieusement examiné les conditions de l'entreprise, il adopta le rôle de peintre paysagiste et le modeste nom de Smith. Il partit le premier. Son compagnon ne devait le rejoindre que dans la dernière soirée de son séjour. Avec ses toits de chaume et sa vieille église au milieu des landes et des bois, le village d'Hammerpont est un des plus jolis du Sussex. Aussi,
Lorsque M. Watkins se débarqua avec sa valise, de toiles intactes, sa boîte et son chevalet, une ingénieuse petite échelle pliante, ses pinces Monseigneur et des rouleaux de fil de fer, fut-il accueilli avec effusion et cordialité par une demi-douzaine d'autres chevaliers du pinceau. Son déguisement devenait inopinément plausible, mais il lui valut par contre l'avantage de conversations esthétiques pour lesquelles il n'était que très imparfaitement préparé. « Avez-vous exposé souvent ?» lui demanda le jeune Porson dans la grande salle de l'hôtel du Coche où, dès le soir de son arrivée, M. Watkins accumulait de précieux renseignements sur la localité. « Très peu, quelques croûtes ici et là, » répondit M. Watkins. « Au salon ?»« Des fois. »« Vous avez déjà travaillé en plein air ?»« À l'occasion. »« Vous faites aussi le portrait ?»« Quand ça en vaut la peine. Mais je suis venu ici pour peindre le château au clair de lune. »« Vraiment ?» s'écria Porson. « Voilà une idée qui n'est pas banale. »« N'est-ce pas ? Ça m'a paru intéressant et j'espère m'y mettre demain soir. »« Comment ? Vous n'allez pas peindre en plein air la nuit ? » ?»« Pourquoi pas ? Mais comment verrez-vous votre toile ? » ?»« Oh, j'ai de bons yeux, et puis j'emporterai une lanterne spéciale. »« Mais c'est la nouvelle lune en ce moment, » objecta Porson. « S'il n'y a pas le clair de lune, il y aura toujours le château, » répliqua Watkins. « Je peindrai le château d'abord, et je mettrai la lune après. »« Ah » fit Porson, trop décontenancé pour continuer la conversation. L'hôtelier, qui pendant cet entretien technique avait observé un silence respectueux, reprit son colloque avec M. Watkins. On prétend qu'il n'y a pas moins de 3 agents de police qui montent la garde la nuit dans le château à cause des bijoux de la jeune Lady Aveling. Il y en a un qui est venu ici hier prendre un verre avec le second valet de pied. Au crépuscule le lendemain, M. Watkins, chargé d'une toile, de son chevalet et d'une boîte aux dimensions respectables contenant une infinité d'outils, cheminait par le joli sentier qui, à travers le bois de hêtre, mène à Hammerpont Park, et il installa son matériel dans une position stratégique qui commandait le château. Monsieur Raphaël Stant, qui revenait des fours à chaud dont il avait fait quelques études, aperçut alors son confrère, et sa curiosité ayant été éveillée par ce que Porson avait raconté du nouveau venu, il bifurqua dans cette direction avec l'idée de discuter de l'art nocturne. Monsieur Watkins ne se doutait pas de cette visite. Une amicale conversation entre le maître d'hôtel du château et lui venait de se terminer, et le majestueux personnage, suivi des 3 chiens favoris qu'il était dans ses fonctions de promener, s'éloignait vers le parc. Avec un air affairé, M. Watkins mélangeait des couleurs sur sa palette. Stant, en approchant, fut stupéfait de constater que la nuance obtenue était un vert émeraude aussi criard et vif qu'il est possible de l'imaginer. À la vue de ce hardi mélange, il fit entendre entre ses dents un sifflement. M. Watkins tourna la tête, visiblement ennuyé. « Que diable allez-vous faire avec un verre pareil ?» demanda Stant. M. Watkins comprit que le zèle qu'il déployait dans le but de donner le change au maître d'hôtel lui avait fait commettre quelques gaffes techniques. Il regarda Stant et hésita. « Excusez ma question, » reprit Stant, « mais ce verre est quelque peu ahurissant et j'en suis resté éberlué. Qu'avez-vous l'intention de peindre avec cela ?» M. Watkins fit appel à toutes les ressources de ses facultés. Une attitude énergique pouvait seule sauver la situation. « Si vous continuez à rester là pour me gêner, c'est votre figure que je barbouillerai avec cela, » déclara-t-il rageur. Stant se retira car il était un homme paisible et qui avait le sens de l'humour. «
En descendant au village, il rencontra Porson et Wayne. « Ce type-là, dit-il, en parlant du soi-disant Smith, ce type-là est un génie ou bien un fou dangereux. Allez donc voir un peu son verre. » Et il poursuivit sa route, tout réjoui par la perspective d'une joyeuse mêlée autour d'un chevalet avec la figure de ses amis badigeonnée de verre. Mais M. Watkins se montra beaucoup moins agressif envers Porson et Wayne. Il leur expliqua que son verre était destiné à former la première couche sur la toile. « Oui, avoua-t-il, c'est une méthode absolument nouvelle et de mon invention. » Mais après cette confidence, il manifesta plus de réserve, insinuant qu'il n'avait aucune intention de révéler son secret au premier venu. Et il ajouta quelques remarques sarcastiques sur le compte de ces types patelins qui feignent de s'intéresser à ce que font les autres pour essayer de chipper leurs procédés. Sur quoi, les deux peintres délivrèrent M. Watkins de leur présence. L'obscurité s'épaissit, une à une les étoiles parurent. Les corbeaux dans les grands arbres étaient depuis longtemps assoupis. Tous les détails d'architecture du château se confondirent en une silhouette imprécise. Les fenêtres du salon s'illuminèrent de vive clarté. Les vitrages du jardin d'hiver miroitèrent brillamment. Et par-ci par-là, la fenêtre d'une chambre s'éclaira d'une lumière jaune. Sur la pelouse, le chevalet était resté seul, et la pureté de la toile qu'il supportait était souillée d'un mot fort peu civil, tracé en gros caractères d'un vert éclatant. Mais dans un massif d'arbustes touffus, M. Watkins était à l'œuvre, avec son aide qui l'avait discrètement rejoint par l'avenue carrossable. M. Watkins se félicitait de l'ingénieux stratagème, grâce auquel il avait réussi à transporter tout son matériel sur le lieu même des opérations. « Voilà le cabinet de toilette », indiquait-il à son complice. « Aussitôt que la femme de chambre en sortira pour aller souper, c'est nous qui entrons. » Sapristi. Il est tout de même épatant ce château, comme cela, dans la nuit, avec ses fenêtres éclairées. Ah, si j'étais peintre pour de bon. Dis donc, Jim, tu as bien tendu le fil de fer dans l'allée de la buanderie. Avec 1000 précautions, il s'avança jusque sous la fenêtre du cabinet de toilette et commença à ajuster son échelle pliante. Pendant ce temps, Jim surveillait le fumoir. M. Watkins était un praticien beaucoup trop expérimenté pour éprouver la moindre émotion en procédant à ses préparatifs. Mais tout à coup, presque à côté de lui, il entendit un violent fracas suivi d'un juron étouffé. Quelqu'un avait trébuché dans le fil de fer. Il y eut des pas précipités sur le gravier. Comme tous les véritables artistes, M. Watkins était un homme singulièrement timide. Il lâcha immédiatement son échelle et se mit à fuir avec circonspection à travers les massifs. Il perçut vaguement 2 individus à ses trousses et il crut distinguer devant lui la silhouette de son acolyte. L'instant d'après, il franchissait le petit mur de clôture du jardin et s'élançait dans le parc. Quelqu'un aussi sauta le mur derrière lui. Ce fut une course éperdue dans la nuit, sous les arbres. M. Watkins, agile et bien entraîné, gagnait de vitesse le personnage haletant qui fuyait devant lui. Tous deux couraient en silence, mais sur le point de rattraper l'autre, M. Watkins fut pris d'un doute affreux. Au même moment, l'individu tourna la tête et poussa une exclamation de surprise. « Ce n'est pas Jim », pensa M. Watkins. À l'instant, l'autre se jetait aux genoux du peintre et les 2 hommes roulèrent à terre, corps à corps. « Un coup de main, Bill », appela l'inconnu en voyant survenir un 3e larron. Et Bill, incontinent, prêta la main, les 2 même, et poussa la complaisance jusqu'à y joindre les pieds.
Le quatrième fuyard, Jim, vraisemblablement, avait dû filer par une direction différente. En tout cas, il ne rejoignit pas le trio. Le souvenir que M. Watkins a gardé des incidents qui occupèrent les 2 minutes suivantes est extrêmement vague. Il se rappelle confusément avoir enfoncé son pouce dans le coin de la bouche de son premier adversaire et maintenu à terre par les cheveux pendant quelques secondes la tête de l'individu répondant au nom de Bill. Il reçut aussi, en un grand nombre d'endroits différents, des coups de pied administrés, lui sembla-t-il, par une multitude de gens. Puis l'individu qui n'était pas Bill appuya son genou au-dessous du diaphragme de M. Watkins en le tirant par les épaules comme s'il eût voulu le casser en deux. Quand ses sensations furent un peu moins embrouillées, il se retrouva assis sur l'herbe avec 8 ou 10 personnes debout dans l'ombre autour de lui qui attendaient apparemment qu'il eût recouvré ses esprits. Il supposa piteusement qu'il était capturé et il aurait probablement émis quelques réflexions philosophiques sur l'inconstance de la fortune si certains lancinnements internes n'eussent réfréné ses dispositions oratoires. Mais il eut promptement remarqué que ses poignets étaient libres de menottes et qu'on lui tendait un flacon de cognac. Ce témoignage inattendu de bienveillance le toucha beaucoup. Il reprend connaissance, dit une voix qu'il crut reconnaître pour celle du second valet de pied du château. « Nous les tenons, monsieur, tous les deux, et grâce à vous, » déclara le maître d'hôtel qui lui présentait le flacon. Personne ne répondit, et cependant M. Watkins ne comprit pas que cette phrase s'adressait à lui. « Il est encore tout étourdi », articula une voix inconnue. Les malandrins l'ont à moitié assommé. M. Teddy Watkins décida de rester étourdi jusqu'à ce qu'il pût mieux saisir la situation. Il distingua au milieu des silhouettes qui l'entouraient de formes humaines debout, côte à côte, en une attitude morne et abattue, et il y avait quelque chose dans la position de leurs épaules qui indiquait à l'œil expérimenté de M. Watkins que leurs bras étaient entravés. D'un seul coup, il comprit. Vidant d'un trait le flacon, il se leva en chancelant, aidé par quelques spectateurs compatissants et salué d'un murmure sympathique. « Votre main, monsieur, votre main » dit une des formes proches de lui. « Et permettez-moi de me présenter moi-même. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Ce sont les bijoux de ma femme, Lady Aveline, qui ont tenté ces 2 malfaiteurs. Enchanté de faire votre connaissance, my lord, bredouilla Teddy Watkins. Vous avez sans doute aperçu ces coquins qui se glissaient dans les massifs et vous leur êtes tombé dessus. C'est à peu près comme cela que ça s'est passé, approuva M. Watkins. Vous auriez dû attendre jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré par la fenêtre, continua Lord Aveling. Si l'effraction avait été commise, leur affaire eût été plus grave. Et vous avez eu de la chance que 2 des agents fussent auprès de la grille et se soient lancés sur vos traces. Vous n'auriez certainement pas pu, à vous seul, les arrêter tous les 2. Quoi qu'il en soit, vous avez agi là avec un rare courage. Oui, j'aurais dû penser à tout cela, convint M. Watkins. Mais on ne saurait songer à tout. Assurément non, conclut Lord Aveling. Ces bandits vous ont honteusement malmené. Vous paraissez boiter. Puis-je vous offrir mon bras ? La petite troupe se mit en marche vers le château, et au lieu d'y pénétrer par la fenêtre d'un cabinet de toilette, M. Watkins y entra par la porte d'honneur et au bras d'un lord en chair et en os. Voilà, se disait-il légèrement ému et enclin de nouveau à la belle humeur, voilà ce qui s'appelle cambrioler en grand style. Les bandits, examinés à la clarté du lustre, furent identifiés comme des amateurs locaux inconnus de M. Watkins.
On les emmena à l'office où ils furent gardés à vue par les 3 agents de police, 2 gardes-chasse avec leurs fusils chargés, le majordome, un palefrenier et un charretier, en attendant que le jour rendît possible leur transfert à la prison d'Hazelhurst. Au salon, chacun se dépensait en 1000 petits soins pour M. Watkins. Il fut étendu sur un sofa et on ne voulut pas entendre parler de son retour au village ce soir-là. Lady Aveling proclamait qu'il avait l'air tout à fait original et avoua qu'elle s'était fait de Turner une image à peu près semblable. Quelqu'un apporta une curieuse petite échelle pliante qu'on avait ramassée dans un massif et on expliqua au courageux artiste comment l'outil se manœuvrait. On décrivit longuement de quelle façon les fils de fer avaient été tendus en travers des allées dans le but évident de faire culbuter quiconque se serait risqué à poursuivre les malfaiteurs, et on le complimenta d'avoir échappé à ces pièges. Enfin, on lui montra les joyaux de la corbeille. M. Watkins eut le tact de ne pas parler outre mesure, et chaque fois que la conversation présentait pour lui quelques difficultés, il se rejetait sur ses douleurs internes. Bientôt, il sentit un désagréable lumbago le saisir et il se prit à bâiller. À point nommé, tout le monde fut d'avis qu'il était cruel de fatiguer ainsi ce malheureux après une pareille secousse. Aussi lui permit-on de se retirer de bonne heure dans sa chambre, la petite chambre rouge, contiguë à l'appartement de Lord Aveling. Le soleil levant trouva dans le parc d'Hammerpond un chevalet abandonné avec une toile portant une inconvenante inscription peinte en vert, et le château en grand remue-ménage. Mais si ce soleil retrouva les traces de M. Teddy Watkins et des diamants de Lady Aveling, il n'a pas encore communiqué le renseignement à la police. Bonne nuit. Bonne nuit.